Aujourd'hui, la seule chose qui s'impose à nous tous, c'est que le monde change. Hein, donc je vais faire très léger, mais en gros, il y a quand même quelques évidences qui s'imposent à nous tous. Le changement climatique, qui est quand même inquiétant, des mutations technologiques incroyables, hein, qui affectent un peu tous les secteurs d'activité. La robotisation, la montée d'Internet, la digitalisation aussi de la relation avec le client, le big data, hein, l'intelligence artificielle aussi qui affecte pas mal de secteurs. On est à un moment quand même incroyable aussi de progrès scientifiques, de progrès médicaux. Donc le moment est assez excitant. Et en même temps, on vit des mutations économiques et sociales très profondes. Il y a un accroissement des inégalités. Il y a une certaine montée de la violence et de l'exaspération qu'on sent un peu partout dans le monde. D'un point de vue économique, on parle tous les jours dans les journaux de la domination des GAFA. Voilà, les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft. Il y a aussi la montée de ce qu'on appelle, qui est un peu moins connu, les BATX, c'est-à-dire l'équivalent chinois. Les Baidu, les Tencent, les Alibaba, les Xiaomi. Et donc ça, c'est aussi un phénomène majeur qui affecte plein de secteurs d'activité. Il y a la nouvelle importance des réseaux sociaux, voilà, qui se développent. Et puis, globalement, moi, dans tous les secteurs où j'interviens, je vois des entreprises qui me disent que les clients, ils sont plus volatiles, ils sont plus informés, ils sont plus exigeants, c'est plus dur de les fidéliser. Donc voilà, la situation est assez parfois difficile et en tout cas, les marchés sont toujours très concurrentiels. Alors, dans ce moment de grande mutation, est-ce que la notion de marque a encore du sens ? Hein, est-ce que c'est encore important de bâtir des marques et de parler de marques? Alors, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gourous qui disent tous les jours dans la presse « le marketing est mort, les marques c'est fini, tout ça c'est du passé ». Et évidemment, la question peut se poser. Et qu'on soit finalement une TPE ou voilà, un entrepreneur individuel ou une PME ou une grosse société ou une très grosse société, une multinationale, est-ce que la notion de marque a encore du sens? Eh ben moi, je suis venu vous parler de ça et ce que je vous propose, c'est de développer un peu un propos en 3 points. Peut-être de s'interroger d'abord sur qu'est-ce qu'une marque, parce que c'est pas si facile à définir que ça. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une marque exactement? Donc, je vais vous proposer quelques définitions de qu'est-ce que c'est une marque. Comment un peu on formalise sa stratégie de marque et comment on encapsule sa plateforme de marque et sa stratégie de marque. Il y a quelques modèles intéressants que j'aimerais partager avec vous, avec des exemples peut-être. Et puis bah, j'anticipe un peu ce qui va être évidemment la tonalité de mon propos, vous vous en doutez un peu. C'est que bien sûr que la marque a toujours de la valeur, et la marque a toujours de la valeur, et pas que les grandes marques internationales, mais je crois aussi beaucoup à l'intérêt et à l'opportunité que représentent les marques locales. Voilà, donc on va développer tout ça tranquillement et donc je vais commencer avec peut-être le début. Quand on parle de marque, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est qu'une marque exactement? Alors c'est vraiment un sujet intéressant. Alors je vais convoquer évidemment quelques grands noms, ne m'en veuillez pas, hein, mais bon, moi je suis intervenant à HEC, alors je donne quelques références académiques. Hein. Quand j'étais en majeur marketing, il y a bien longtemps, le pape du marketing, c'était Philippe Kotler. Voilà, c'est le monsieur en haut là. Et Philippe Kotler, il existe toujours. Hein. Il est encore considéré comme un influenceur majeur. On considère que c'est parfois l'inventeur du marketing moderne. Et donc, Philippe Kotler, il a une définition qui est intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'une marque? Ben, c'est un nom, un symbole, un dessin, une musique, un jingle ou une combinaison de ces éléments qui servent en fait à identifier un produit, un service et à le différencier de ses concurrents. Voilà, donc définition de Philippe Kotler. Georges Lévy, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les marques. Lui, il envisage la marque comme un repère mental, voilà, avec des valeurs qui s'appuient sur des valeurs tangibles et puis peut-être des valeurs plus intangibles, voilà. Mais donc les marques ont des valeurs. Si on prend dans le domaine économique la définition, je dirais juridique ou légale, hein, de l'INPI, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Bah pour l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, une marque c'est tous les signes matériels qui servent à distinguer les produits, les objets, les services d'une entreprise quelconque. On peut avoir aujourd'hui une définition un peu plus moderne de la marque
qui n'est attribuable à personne, mais la marque se définirait aussi aujourd'hui comme l'ensemble des relations qu'elle entretient avec les utilisateurs de ses produits ou de services. Voilà, c'est le côté relationnel de la marque. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le monde où on vit, c'est que souvent, la marque, cette relation que la marque va entretenir avec ses clients, c'est une relation qui va se bâtir au fil du temps, mais à travers une foultitude de points de contact. Très souvent, on peut avoir des agences physiques et on peut rentrer en contact avec ses clients à travers des agences physiques. Beaucoup de marques, évidemment, parfois passent par des distributeurs. Elles ont un site internet. Elles peuvent envoyer des emails à leurs clients ou à leurs prospects. Elles rentrent en contact parfois avec leurs clients au téléphone. Elles peuvent aussi générer des interactions avec une application sur mobile. Elles sont présentes sur les réseaux sociaux et il peut y avoir une conversation sur les réseaux sociaux, etc. Donc les points de contact se multiplient et peut-être que la conception moderne de la marque, c'est l'ensemble de ces interactions que la marque va avoir avec ses clients sur tous ces points de contact. Donc ça, c'est une définition peut-être qui est aussi intéressante à regarder. Qu'est-ce qu'une marque? On a aussi le côté ressenti, c'est-à-dire qu'une marque pourrait se définir finalement par ce que pense et ressent une personne par rapport à telle ou telle entreprise, que cette personne soit finalement client de cette marque, salarié, citoyen, collaborateur, voilà, le ressenti qu'on peut avoir par rapport à telle ou telle entreprise ou telle marque. J'aime beaucoup cette définition, qui est un peu une boutade, mais qui est intéressante, de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, qui dit finalement « Your brand is what other people say about you when you're not in the room ». Voilà, c'est ce qu'on dit de vous une fois que vous avez quitté la pièce. Voilà, c'est la trace mémorielle que vous laissez finalement dans la tête des gens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Bon, picorez là-dedans la définition qui vous plaît. Pour moi, c'est un peu tout ça à la fois. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu indéfinissable, mais c'est un peu comme une boule à facettes. La marque finalement est tout cela à la fois. Donc, si on est d'accord que la marque, c'est tout ça, malgré tout, comment, quand on est dans une entreprise, encore une fois que ce soit une multinationale ou une TPE ou une PME, si on pense qu'on gère des marques, comment formaliser l'identité de la marque, comment formaliser sa stratégie de marque, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil pour penser en fait la marque? Alors, il y a plusieurs modèles qui existent, je vous en propose quelques-uns. Alors, il y en a un qui est très HEC, parce qu'il émane d'un honorable prof d'HEC que j'ai eu d'ailleurs quand j'étais en majeure marketing, qui était un remarquable professeur, qui s'appelle Jean-Noël Capferrer, et qui est assez connu pour avoir bâti un modèle qui s'appelle le prisme de marque. Donc ça ressemble à un prisme ou à un hexagone, et donc la marque se définirait par un physique, l'ensemble de ses caractéristiques objectives, par la relation qu'elle entretient avec ses clients, par une personnalité, voilà, la façon qu'a la marque de parler, une culture, un système de valeurs. Et puis dans le modèle de Capferrer, il y a deux facettes intéressantes qui sont assez subtiles. C'est ce que Capferrer appelle la mentalisation et le reflet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La mentalisation, c'est quand le client consomme ou achète telle marque, quelle image de lui-même se donne-t-il? Voilà, c'est réflexif. Voilà, quand j'achète tel ou tel produit ou je consomme telle ou telle marque, je m'envoie à moi-même une image. Voilà, je me dis à moi-même quelque chose. J'envoie à moi-même un message. C'est ce qu'il appelle la mentalisation. Et puis le reflet, c'est quand j'achète ou je consomme cette marque, quelle image de moi je renvoie aux autres. Voilà, c'est les deux dimensions, la mentalisation et le reflet. Alors, je vous ai amené, pour pas être hors sol, quelques exemples. Les exemples que je vous montre n'engagent que moi et ne sont pas à prendre au pied de la lettre. C'est plutôt pour vous donner quelques illustrations rapides de l'application du modèle de Capferrer. On peut parfaitement challenger ce qui est écrit sur les slides, mais c'est juste illustratif. Voilà. Alors, par exemple, si on prend Ferrari, on pourrait dire par exemple, vous voyez, j'ai entouré les points qui me semblent importants. La marque Ferrari, peut-être que les possesseurs d'une Ferrari se disent finalement, je suis l'élite, je veux être le meilleur. Peut-être qu'en termes de personnalité, ce qui se dégage de la marque Ferrari, c'est le côté ambitieux, dominant, flamboyant.
En termes de physique, Ferrari est quand même assez indissociable de marqueurs forts qui sont évidemment l'image du cheval cabré, la couleur rouge, etc., etc. Voilà. Donc Ferrari, vous voyez quelques éléments de repère où on pourrait formaliser comme ça la plateforme de marque de Ferrari. Si on prend une marque comme Levi's, c'est à l'évidence des références à la culture américaine. Levi's vend évidemment l'American Way of Life. C'est un élément de culture très très fort dans la marque, et en termes de personnalité, ça se veut plutôt jeune et rebelle. Voilà. Donc là, on pourrait évidemment parler de ça. Si je prends une marque comme Guinness, l'élément important dans Guinness, c'est le côté la tradition et la culture irlandaise. En termes de relations, dans la bière, évidemment, c'est le partage. Voilà, le partage de moments sympas entre amis. Voilà, c'est évidemment la dimension qui est intéressante dans la gamme, dans la marque Guinness. Un dernier exemple rapide, si je prends évidemment une des marques les plus puissantes du monde, Apple, que vous connaissez tous, c'est évidemment, en termes de culture, la croyance peut-être que le progrès par la technologie au service des individus. Et puis c'est cool, c'est simple, c'est innovant. Chaque fois que Steve Jobs faisait une conférence pour présenter un nouveau produit, il disait « It's insanely cool ». Voilà. Le cool, c'est un élément de la culture d'Apple. Voilà. Donc ça, c'est le modèle de Cap Ferrer. Voilà. Le prisme de marque. Voilà. Et on peut trouver un intérêt à utiliser ça pour encapsuler sa stratégie de marque ou sa plateforme de marque. Alors, il y a un autre modèle qui s'appelle, alors je suis désolé pour les anglicismes, mais encore une fois, les références en marketing sont quand même beaucoup anglo-saxonnes, le brand ladder, voilà, l'échelle de marque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'échelle de marque? Bon, vous avez le slide en anglais et puis là, à côté, la traduction en français. C'est-à-dire qu'une marque peut se caractériser par d'abord, c'est le bas de l'échelle, les attributs. Voilà, les produits, les services que la marque propose. Là, on est au niveau 0, quoi, au niveau ras des pâquerettes. Et puis évidemment, c'est bien, mais la marque, elle peut aussi revendiquer des bénéfices fonctionnels, ce que fait la marque. Voilà. Après, on peut monter dans les étages et la marque peut revendiquer des bénéfices plus émotionnels. Voilà, les émotions que procure la marque pour ceux qui la consomment. Et puis après, la marque peut revendiquer transformational benefit. C'est-à-dire que là, la marque peut revendiquer parfois de transformer la vie des gens. Et puis, il y a même parfois le societal benefit. Alors là, la marque a l'ambition de changer la société. Voilà. Alors évidemment, vous voyez bien que dans tout ça, il y a une référence implicite à la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on est le discours de la marque et ras des pâquerettes, ou est-ce qu'on revendique des bénéfices qui sont de plus en plus fondamentaux? Alors, un exemple très rapide de stratégie de marque illustré avec le modèle Brand Ladder, qui vous a pas échappé. Je vais prendre un seul exemple, c'est l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola est l'une des marques les plus puissantes du monde. Si on regarde le discours historique de Coca-Cola, en 1904, le discours de Coca-Cola, pendant des années, ça a été une délicieuse boisson rafraîchissante au cola. Bon, voilà. Quel est le discours de Coca-Cola aujourd'hui, en 2020 ou ces dernières années? Il y a bien longtemps que Coca-Cola, il est monté dans les étages. Qu'est-ce que nous vend Coca-Cola? Savoure l'instant, taste the feeling, open happiness, donc en gros, du partage, de la joie de vivre, de l'émotion, partagée avec les amis, voilà. Donc on voit bien que toute la stratégie de Coca-Cola pendant des années a été de passer d'un discours attribut-produit à des bénéfices plus émotionnels, ok, voilà. Donc le brand ladder. Alors, je suis pas là pour balayer tous les modèles de plateforme de marque, je vous rassure, mais il y en a un qui est mon préféré, qui est peut-être pour moi le modèle le plus inspirant, dont je voudrais vous parler, qui est un autre modèle. Ce modèle-là, qui est le modèle pour moi le plus inspirant, il s'appelle le modèle Brand Key. Encore une fois, désolé pour les anglicismes. Alors, Brand Key, ça ressemble vaguement à une serrure, hein. Faut avoir un peu d'imagination. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est pas tellement la forme de serrure, c'est plutôt les éléments de réflexion qu'il compose. Alors, ce que je vous propose, c'est un balayage rapide de tout ça.
Parce que moi, c'est un modèle qui m'a beaucoup aidé quand j'ai travaillé sur des marques, et je pense que c'est un modèle intéressant qui n'est pas, encore une fois, l'apanage des grandes sociétés, mais un modèle qu'on peut parfaitement appliquer et mettre en œuvre, qu'on soit une TPE, une PME, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de brand key? Alors, je zoome évidemment sur les éléments constitutifs de ce modèle. Dans la brand key, ce qui est intéressant, c'est que les marques ont des racines. Voilà, c'est un peu comme des arbres. Les marques ont des racines. Et alors, les racines de la marque, c'est évidemment les produits, les valeurs, les services qui sont à l'origine de la marque et sur lesquels on va peut-être pouvoir s'appuyer pour bâtir son futur. Alors, je vous montre évidemment quelques exemples pour me faire comprendre. Alors évidemment, bon, une marque comme Renault, c'est intéressant peut-être de se rappeler que Renault, au départ, c'est trois frères, Louis, Marcel et Fernand Renault, qui évidemment ont développé une voiturette. La marque Renault, pendant la Première Guerre mondiale, s'est bâti un peu une réputation avec les fameux taxis de la Marne. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a été nationalisée, et puis l'entreprise est devenue, l'entreprise est redevenue une entreprise privée au cours des années 90. Mais en tout cas, voilà, dans l'automobile, la plupart des marques, évidemment, ont une origine parce que Renault, c'était une famille, voilà. Ok. J'ai pris évidemment le cas d'une marque alimentaire, la marque Elevire. D'où elle vient, la marque Elevire? Le siège de l'entreprise est à Condé-sur-Vire. Condé-sur-Vire, c'est en Normandie, et il y a deux rivières, il y a l'Aile et la Vire. Et évidemment, en Normandie, c'est le pays du beurre, de la crème, etc. Et donc, évidemment, cette marque, vous la connaissez, et elle s'est développée sur ce business des produits laitiers, et voilà. Mais elle est vraiment ancrée dans un territoire qui est la vallée de l'Aile et de la Vire en Normandie. Voilà. Alors, une marque évidemment très puissante que vous connaissez tous, l'une des marques les plus puissantes du monde. C'est intéressant de se rappeler que finalement, Google est né il n'y a pas longtemps. Voilà. Google, finalement, c'est fondé en 1998 et vous connaissez les deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin. Je ne sais pas si vous savez pourquoi Google s'appelle Google. Parce qu'ils bossaient tous les deux sur une thèse de mathématiques, et comme ils réfléchissaient sur comment indexer l'incroyable multitude de résultats qu'on a quand on cherche quelque chose sur Internet, ils ont eu l'idée de prendre le nom d'un très grand nombre, et ce très grand nombre, c'est 10 puissance 100. C'est 10 suivi de 100 zéros. Et ce nombre-là, il s'appelle Google. Voilà. Et le nom de leur entreprise, c'est pour signifier l'incroyable foisonnement des résultats sur Internet et en quoi leur moteur de recherche va faciliter la vie des internautes pour indexer ces résultats du web. Bon, et puis on connaît la suite, on sait ce que Google est devenu, donc voilà. Nestlé, évidemment, entreprise alimentaire, Nestlé. Henri Nestlé, c'était un pharmacien suisse-allemand qui a eu une idée de génie qui est de faire des farines et des aliments pour nourrissons. Et puis la marque Nestlé s'est développée et aujourd'hui Nestlé est une des marques alimentaires les plus puissantes du monde. Et c'est non seulement une marque, mais c'est le nom d'un groupe que moi j'ai eu comme concurrent quand j'étais chez Unilever et qui est un énorme groupe hyper puissant. Mais c'est intéressant de savoir qu'au départ il y avait un monsieur qui s'appelait Henri Nestlé. Voilà. Alors évidemment, on peut prendre une marque plus modeste, mais que vous connaissez sûrement. Michel et Augustin, que vous connaissez, j'imagine, vraisemblablement. Les deux fondateurs, ils s'appellent vraiment Michel et Augustin. Ils ont fait tous les deux une école de commerce. Ils sont fans de pâtisserie. C'est un truc incroyable. Il y en a un qui a en plus fait un CAP de pâtisserie. Et donc, ils se sont mis en scène dans la marque, qui les représente eux. Et aujourd'hui, c'est une marque qui cartonne, et ils cartonnent tellement que, ironie du sort, Danone en a pris 95% des parts. Voilà. Mais au départ, il y a vraiment deux gars qui s'appellent Michel et Augustin, qui font de la pâtisserie. Bon, voilà. Donc, les marques ont des racines, et donc, quelles sont les racines de votre marque, et qu'est-ce que ça vous inspire, et est-ce qu'il y a des racines que vous pouvez utiliser ou pas, voilà. Les racines. Alors après, il y a un deuxième élément dans le modèle brand key, c'est ce qu'on appelle le competitive environment. C'est-à-dire, en gros, sur quel marché êtes-vous et qui sont vos concurrents. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une définition assez large de votre univers de concurrence. Alors,
Encore une fois, tout ça est un peu ténu, mais je vais prendre quelques exemples pour me faire comprendre. Quand il se trouve que j'ai fait quelques missions pour Disneyland Paris. Disneyland Paris, quel est le marché de Disneyland Paris? Qui sont les concurrents de Disneyland Paris? Eh bien, quand on réfléchit un peu, Disneyland Paris n'est pas sur le marché sur lequel on croit. Disneyland Paris n'est pas sur le marché du parc d'attractions. Disneyland Paris est sur le marché du divertissement, du loisir. Pourquoi? Parce que, bien sûr, parmi les concurrents de Disneyland Paris, il y a d'autres parcs d'attractions. Bien sûr, il y a le parc Astérix, il y a un parc en Catalogne qui s'appelle PortAventure, etc. Mais ils sont en concurrence avec des choses qui ne sont pas vraiment des parcs d'attractions. La Géode, c'est pas vraiment un parc d'attractions. Le Futuroscope, c'est pas vraiment un parc d'attractions. Center Sparks, c'est pas vraiment un parc d'attractions. Le Puy du Fou, bon, on peut discuter. Mais on s'est aperçu, en faisant des interviews avec des clients, qu'il y avait des pères de famille ou des mères de famille qui disaient, moi, j'hésite entre envoyer mes enfants un jour ou deux, on va sur le parc Disney, ou leur acheter une Wii. Voyez, donc ils sont en concurrence avec des choses, les jeux vidéo, les loisirs, etc. Voyez, donc on appelle ça pompeusement en stratégie la détermination de son arène stratégique. Voilà, c'est-à-dire que la marque est souvent en concurrence avec des choses un peu plus vastes que ce qu'elle pense au départ. Et il est important de définir quelle est son arène stratégique. Alors, je vais prendre un deuxième exemple pour être sûr de me faire comprendre. C'est un exemple automobile. Les marques du groupe PSA, dont je me suis un peu occupé, donc en particulier Peugeot et Citroën, quel est le marché, quelle est l'arène stratégique de ces marques? Eh bien, on va dire que ces marques, en fait, elles sont sur le marché de la mobilité et pas sur le marché de l'automobile. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ces marques vont être en concurrence avec d'autres marques automobiles, mais bien sûr avec des produits de substitution qui sont le car sharing, les autres moyens de transport, le train, le bus, le métro quand ça fonctionne et quand il n'y a pas de grève. Enfin voilà. Et donc, il est important, vous voyez, de faire un travail de réflexion vaste, de bien identifier tous les concurrents, directs et indirects, de la marque. Alors, je suis désolé d'être un peu pesant en fin de journée, mais il y a un outil de stratégie qui est super intéressant, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui aide à penser son arène stratégique, et ça s'appelle la matrice de Porter. Voilà, les forces de Porter. Voilà, je ne sais pas si ça vous rappelle de vieux souvenirs d'école de commerce ou pendant vos études. Mais ce qui est intéressant, et voilà, c'est de définir une arène stratégique large. Et simplement pour vous donner un seul exemple, si on applique ça évidemment aux marques, par exemple du groupe PSA, à Peugeot et à Citroën, dans les concurrents frontaux directs, là évidemment on va voir, il y a Renault, il y a Dacia, il y a Volkswagen et puis toutes les marques du groupe Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, etc. Il y a évidemment Kia, il y a évidemment Toyota, donc déjà il y a énormément de concurrents au niveau des concurrents frontaux directs, mais évidemment ce serait fou d'oublier qu'il y a des nouveaux entrants. Sur ce marché-là, il y a Tesla, ça c'est un nouvel entrant avéré, et puis il y a des gens qui ne sont pas présents, mais dont on pense qu'ils vont être présents demain. Vous savez bien que Google a des projets, que Apple a des projets, et que même Dyson a des projets. Donc il y a des nouveaux entrants qui ne sont pas des manchots, qui vont venir concurrencer ces marques. Mais évidemment, il faut aussi penser substitut, c'est-à-dire le client aujourd'hui n'est pas obligé d'acheter une voiture et beaucoup de personnes se disent moi je vais pas acheter de voiture, je vais utiliser Autolib ou l'équivalent, je vais prendre Blablacar, je vais me tourner vers des moyens de substitution parce que la voiture est parfois vue comme un problème et pas la solution, et c'est pas toujours la solution la plus efficace pour se déplacer. Je ne sais pas si vous êtes allé à Paris récemment, mais vous allez voir des objets bizarres dans les rues, des trottinettes électriques, des solo wheels, des overboards, des vélos électriques, voilà. Et donc tout ça évidemment tous ces autres moyens de transport alternatifs sont évidemment des concurrents directs à l'automobile. Est-ce qu'on a des partenaires qui sont aussi des concurrents? Vous savez que le groupe PSA s'est associé avec un Chinois qui s'appelle Dongfeng, mais Dongfeng c'est à la fois un partenaire de Peugeot et de Citroën, mais c'est aussi une entreprise qui a ses propres marques en Chine. Donc c'est à la fois partenaire et concurrent de Peugeot et de Citroën.
Bon, et puis dans la matrice de Porter, il y a ce qu'on appelle aussi bien intégrer la perception des clients. Ce qui est intéressant aujourd'hui quand on travaille sur ces marques et quand on fait parler les clients, c'est que pour beaucoup de Français ou de métropolitains, ils se disent la voiture est parfois perçue comme étant le problème et pas vraiment la solution. Voilà. Pourquoi diable j'achèterais une voiture? Ça coûte cher, ça pollue. À Paris, c'est compliqué, il faut louer un parking, ça coûte une fortune. Et puis il y a des embouteillages, et puis on n'est pas sûr d'arriver à l'heure. Donc il y a plein de gens qui ne veulent pas aujourd'hui acheter de voiture. Voilà. Donc évidemment, si on réfléchit sur ces marques, on est à l'évidence sur le marché de la mobilité. On n'est pas sur le marché de l'automobile. Oui, voilà. Donc ça, c'est une réflexion intéressante et un outil comme la matrice de Porter peut aider à penser un marché, une arène stratégique assez large. Alors après, il y a les cibles. La marque, elle veut s'adresser à qui? Quelles sont les personnes, les entreprises, les organismes, les entités, les situations pour qui la marque est le meilleur choix? Voilà. Qu'est-ce que la marque veut? Qui la marque veut-elle cibler? Alors les cibles, évidemment, il faut qu'elles soient définies le plus précisément possible. Alors, je vous ai apporté quelques exemples par rapport à quelques marques dont j'ai pu m'occuper. Alors la cible, parfois, elle est définie de façon extrêmement rationnelle. Dove, qui est une marque d'Unilever, se dit que sa cible naturelle, c'est les femmes et puis par extension les hommes, mais plutôt à partir de 35 ans, parce qu'à partir de 35 ans, on commence à avoir une peau un peu moins souple et qui tiraille, et donc là, on a une cible assez précisément définie en termes d'âge. En revanche, Dacia, qui est une marque qui cartonne pas mal, Dacia, là, la cible est qualifiée de manière plus attitudinale. Dacia s'adresse à des gens pour qui la voiture n'est pas un marqueur social. Donc là, la cible est plutôt qualifiée avec quelque chose qui relève de l'attitude. Vous voyez, c'est pas homme-femme, l'âge, le sexe, etc. C'est plutôt que, voilà, la cible est qualifiée en termes d'attitude. Parfois, la cible peut être assez large. OBS, qui est la partie B2B d'Orange, qui est une énorme entreprise. Contrairement à ce qu'on croit, la cible d'OBS, ce ne sont pas que les multinationales. OBS veut cibler finalement toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur. Donc OBS a une cible assez large. À l'inverse, Business France, qui est le nouveau nom de Ubi France, eux cherchent à aider plutôt les entreprises, plutôt les PME ou les ETI, pour les aider à exporter à l'étranger. Donc là, la cible, elle est plus étroite. Hein, les PME, les TPE, les ETI. Alors, ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai un point d'obsession particulier pour dire que, quel que soit votre schéma, quel que soit votre secteur, en termes de cible client, c'est intéressant de se poser systématiquement 3 questions. Qui sont les acheteurs? Qui sont les utilisateurs de ma marque, mais est-ce qu'il n'y a pas des prescripteurs? Alors, je ne vais pas détailler tous les exemples qui sont ici sur mes slides, mais simplement vous donner 1 ou 2 exemples. Quand j'étais jeune marketeur chez Best Foods, la première marque dont je me suis occupé, c'est Banania. Banania et Benko, des poudres chocolatées. Eh ben, Banania et Benko, c'est bête, mais on oubliait trop souvent que les acheteurs, ce sont les parents, alors que les consommateurs, ce sont les enfants. Donc l'acheteur n'est pas toujours l'utilisateur du produit ou du service. Donc il est intéressant dans cette réflexion sur les cibles de bien toujours distinguer les acheteurs des utilisateurs. Dans certains cas, et même systématiquement, c'est intéressant aussi de se poser la question des prescripteurs. C'est-à-dire quelles sont les personnes physiques et les personnes morales qui sont peut-être pas acheteurs, ils sont peut-être pas utilisateurs ou consommateurs de la marque ou du produit, par contre, ils vont avoir un travail d'influence. Ils vont influencer le choix du client. Bon, je ne sais pas si... Allez, je développe un tout petit peu pour donner un exemple. Alors, mon exemple n'est pas du tout très gai, hein, parce qu'il concerne Roche. Roche, qui est un labo suisse pour lequel j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs missions au niveau du traitement du cancer, les solutions d'oncologie. Ils cherchent à vendre des dispositifs médicaux pour les gens atteints du cancer. C'est important, quand on travaille sur la marque Roche, dans l'oncologie, d'identifier les acheteurs, les utilisateurs, les prescripteurs. Ils vendent leurs solutions à des hôpitaux. Les acheteurs, c'est qui? Le service achat de l'hôpital, c'est l'acheteur. L'utilisateur, ça va être qui? Le médecin traitant,
ou l'infirmière qui va utiliser sur les patients le protocole de chimio pour etc. Qui sont les prescripteurs? Le chef du service oncologie qui va dire, moi, dans l'hôpital où j'exerce, il vaut mieux qu'on s'équipe avec la solution de Roche plutôt que la solution de Pfizer. Voyez, donc, il y a un prescripteur, il y a un utilisateur, il y a un acheteur. Voilà. OK? Acheteur, utilisateur, prescripteur. C'est intéressant d'avoir systématiquement cette réflexion. On l'a eu avec certains participants qui sont dans la salle par rapport à leur business ici en Martinique. OK? Alors ensuite, il y a un concept qui est intéressant dans ce modèle un peu sophistiqué, c'est ce qu'on appelle l'insight. Alors qu'est-ce que c'est encore que ce cirque? L'insight, c'est quel est le problème que la marque cherche à résoudre? Voilà. Quel est le vécu problématique qu'a la cible que la marque cherche à régler? Voilà. Et c'est intéressant. Et ce point évidemment est fondamental parce que les bénéfices que la marque va revendiquer, ça va être la réponse à une problématique qu'on n'a pas inventée, que la marque a bien formulée. Alors, je vous montre quelques exemples évidemment pour illustrer le propos. Par exemple, dans le cas, je suis un peu bavard, mais dans le cas par exemple d'un patron de PME, on a identifié qu'il y avait des patrons de PME qui disaient ben moi mon entreprise voudrait bien exporter parce que c'est important de trouver des sources de croissance à l'étranger, mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas par où commencer, j'ai pas le savoir, j'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un insight. Et normalement, vous voyez, un insight, je reviens un peu en arrière, ça se formule avec 3 éléments. Sujet, motivation, tension. C'est-à-dire le client ou le prospect qui vous dit « j'aimerais bien faire ci », c'est le sujet. Pourquoi ce sujet-là est important pour moi? Quelle est ma motivation derrière ce sujet? Mais il y a un problème. Voilà, sujet, motivation, tension. Alors ça, c'est très important. Il y a des entreprises anglo-saxonnes qui appellent ça l'insight du client. Chez Unilever, on avait trouvé une traduction française peut-être un peu plus claire qui était envie contrariée. Il y a des entreprises qui appellent ça le pain point, hein, le point de douleur, l'irritant, la frustration. Vous voyez, voilà. Mais quel est le vécu problématique que la marque va chercher à résoudre? Bon voilà, et donc on va ça c'est un insight qui est un peu loin de vous, qui vient de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire on est ici sur un vécu problématique des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Sierra Leone, etc., qui disent ben moi j'aimerais bien transférer de l'argent à ma famille qui est dans le pays ou un pays limitrophe, etc. Parce que c'est vachement important dans la culture africaine d'aider les gens que j'aime et d'aider ma famille, mais c'est vachement compliqué aujourd'hui de faire ça, parce que si vous voulez faire un transfert d'argent et que vous allez faire la queue à Abidjan, à la banque, vous allez probablement passer plusieurs heures, et si vous prenez Western Union pour faire des virements bancaires, ça va vous coûter très très cher. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de faire des virements voilà, pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest. Eh bien, je vous montre un dernier exemple et après je vous montrerai quelles sont les réponses que les marques ont apportées par rapport à ces problématiques. Un vécu particulier, moi je me suis occupé de la marque Knorr pour l'ensemble de l'Europe quand j'étais chez Unilever. Ça, vous voyez, j'avais identifié que c'était un insight, c'est-à-dire c'était les jeunes mamans qui nous disaient bah, je sais que la soupe c'est bon pour la santé, j'essaie d'en faire manger à mon mari, à mes enfants, parce que les enfants on peut pas les nourrir qu'avec des pâtes et du riz, mais que c'est compliqué de faire manger de la soupe de légumes aux enfants, et on fait pas un carton à la maison en général quand on dégaine le soir une soupe de légumes. Vous voyez, donc voilà, les mamans se sentent un peu coupables de pas arriver à faire manger de la soupe de légumes aux enfants. Alors, sur tous ces insights, derrière, la question c'est quelle est la réponse que la marque va pouvoir apporter? Et en quoi la marque est-elle une réponse à ces vécus problématiques qu'elle a identifiés? Alors, par exemple, par rapport à notre patron de PME qui a du mal à exporter,
Business France a développé un truc qui s'appelle le Team France Export, qui est tout un ensemble de solutions pour aider les petites entreprises ou les ETI à exporter en les aidant, en les accompagnant avec des méthodes pas trop compliquées, de l'aide au financement, voilà, tout un ensemble de services et de solutions pour aider les petites entreprises à exporter à l'étranger. Dans mon exemple Orange, je vous le cite, parce que je ne sais pas si vous êtes familier, mais à partir de cet insight, de cet inconfort, de cette frustration, Orange a développé en Afrique de l'Ouest un service qui s'appelle Orange Money. Et la marque Orange Money, elle a 45 millions de clients en Afrique de l'Ouest. Et je me suis pas trompé dans le chiffre, 45 millions de clients, c'est le plus gros succès d'Orange. Et la réponse d'Orange Money, c'est en fait, avec Orange Money, vous allez pouvoir transférer de l'argent directement. Vous tapez quelques codes dièse 144 dièse sur votre smartphone et vous allez pouvoir finalement faire des petits transferts d'argent pour aider votre famille ou les gens que vous aimez. Et vous allez pouvoir prendre soin de vos proches, payer une facture d'électricité, régler des frais universitaires, et le service Orange Money a un succès incroyable en Afrique de l'Ouest. Et vous savez peut-être que la marque Orange est devenue une banque. Orange a lancé en métropole Orange Bank en rachetant Groupama Bank, et le savoir acquis par Orange en Afrique de l'Ouest avec Orange Money, qui est un service incroyable avec 45 millions de clients, va aider bien sûr le développement de la marque Orange dans le secteur bancaire. Voilà. Donc Orange Money est bien la réponse à une problématique client très très forte vécue par ces populations d'Afrique de l'Ouest. Un exemple évidemment personnel, quand j'étais chez Unilever, voilà, nous avons trouvé une idée à l'époque, le lancement de la soupe douceur de courgette à la vache qui rit a été la réponse à cet inconfort des mamans à faire manger du légume aux enfants. On avait réfléchi en fait dans plein de pistes un peu qui nous avaient mené à des fausses bonnes idées, mais finalement l'idée de mélanger de la vache qui rit avec de la soupe de légumes et de la courgette, c'est super bien. Et tout d'un coup, et les enfants et les mamans avaient bien envie de goûter la soupe, et ce produit-là avait cartonné parce que tout simplement, c'était la réponse pertinente à un inconfort client qu'on n'avait pas inventé. Ok ? Donc voilà, peut-être un exemple qui vient de chez Danone, le succès de Velouté Fruits a été la réponse à un insight qui était les enfants ils aiment bien les laitages et les fruits, alors il y a un truc qu'ils aiment pas, c'est les morceaux. Voilà, Velouté Fruits, c'est la réponse à le plaisir des laitages et le plaisir des fruits, mais sans les morceaux. Ok, voilà. L'insight, c'est problème, solution. Voilà. Quel est le problème que la marque cherche à résoudre? Si vous arrivez à identifier votre plateforme de marque comme ça, vous essentialisez la marque. La marque n'est pas tactique. Elle est la réponse à un problème que vous n'avez pas inventé. Ok, voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce modèle? Évidemment, les marques revendiquent des valeurs, des convictions, au-delà des bénéfices. Et donc, les valeurs, par exemple, si on reprend Apple, les valeurs d'Apple, encore une fois, c'est cool, c'est simple, c'est innovant. Les valeurs de Guinness, c'est des valeurs irlandaises, c'est la tradition, la culture authentiquement irlandaise. J'ai travaillé sur une marque, la marque de livres scolaires Nathan. Les valeurs de Nathan se veut progressiste, en faveur de la démocratisation des savoirs. Voilà, c'est quelque chose qui est assez structurant pour eux. Danone, qui est à la fois une marque et le nom du groupe, revendique des valeurs. Alors, il les encapsule avec un espèce d'acronyme qui s'appelle HOPE, mais en gros, c'est humanisme, ouverture, proximité, enthousiasme, etc. Donc, quelles sont les valeurs? Voilà, les marques se construisent autour de valeurs. Il est intéressant aussi d'apporter des preuves. C'est trop facile aujourd'hui de dire ma marque elle est comme ci, elle est comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve? Alors les anglo-saxons appellent ça parfois the reasons to believe, les raisons de croire. Donc est-ce que vous apportez des éléments de crédibilité sur les valeurs ou les bénéfices que vous énoncez? Un seul exemple pour pas faire trop long. Je reprends mon exemple de Elevir. Elevir va nous dire que son beurre traditionnel de la laiterie de Condé-sur-Vire, il est délicieux. Bon, ça c'est le bénéfice, hein, c'est la promesse. Comment il le prouve? Est-ce que
Pourquoi est-ce que je crois que c'est vrai? Parce que le lait il vient exclusivement de Normandie, parce que le beurre est élaboré avec un procédé traditionnel, parce que le produit a été récompensé 6 années consécutives au concours général agricole, etc. Voilà, il faut apporter des preuves. Les marques doivent apporter des preuves de ce qu'elles racontent. Un élément qui est important aussi dans ce modèle, c'est le discriminant. Qu'est-ce qui rend votre marque unique, exclusive, différenciante, non comparable aux autres marques du marché? Il est important de trouver et de formaliser votre axe de différenciation. Alors, ça peut être évidemment un élément lié au service. Par exemple, dans l'automobile, Kia dit « Je suis la seule marque du marché qui garantit mes modèles, pièces et main-d'œuvre pendant 7 ans. » Donc là, on est dans un élément de service. Vous avez parfois des promesses plus terre à terre. Vous avez Direct Assurance qui vous dit « Je suis l'assurance auto la moins chère ». Vous avez évidemment Leclerc qui vous dit « Je suis l'enseigne la moins chère du marché ». Donc parfois, tout simplement, le discours, l'élément de différenciation, c'est d'être le moins cher. Parfois, vous pouvez avoir un discours sur de la différenciation produit. Samsung, pour qui j'ai fait quelques missions, dit avec le lancement du Galaxy Fold, je suis le premier smartphone qui a un écran pliable sur le marché. Donc là, on met en avant de la différence produit. Orange, le marché de la téléphonie est assez concurrentiel. Vous savez qu'en métropole, c'est un secteur très concurrentiel avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Orange revendique d'avoir le meilleur réseau. Pourquoi? Preuve, reason to believe, parce que l'autorité de régulation, qui s'appelle l'ARCEP, les a classés comme ayant le meilleur réseau pour la 9e année consécutive. Donc c'est évidemment un élément de différenciation que la marque Orange, qui est une marque énorme aujourd'hui, qui sont présents dans 50 pays, va mettre en avant. C'est la qualité du réseau Orange. Parfois, on met en avant un élément d'image. Dans le secteur de l'assurance, c'est des mutuelles. Une entreprise comme la Maïf se différencie sur l'image avec un côté, nous à la Maïf, on est un assureur militant, on n'a pas d'actionnaires, on n'a que des sociétaires et c'est cet élément-là qui est mis en avant. Beaucoup de gens vont choisir la Maïf, pas parce que le contrat il est meilleur, etc., mais parce que on adhère à ce positionnement militant qui est lié à l'image de la Maïf. Ok ? Voilà, alors sans encore une fois jouer trop le prof à HEC, mais vous avez toujours un modèle qui est toujours inspiré de notre ami Michael Porter, qui est quel est votre levier de différenciation? Est-ce que vous allez jouer sur « je suis le moins cher » Est-ce que votre marque se différencie parce qu'elle a des caractéristiques produits différenciantes? Est-ce que le levier de différenciation, c'est plutôt le service au client? Ou est-ce que c'est l'image que vous avez, que vous cultivez, qui est l'élément de différenciation? En tout cas, il est important de le formaliser, de l'identifier et de le communiquer au client. Et alors enfin, la marque, alors ça c'est le cœur du modèle, c'est brand essence. Voilà, l'ADN de la marque, l'essence de la marque. On pourrait dire aujourd'hui la mission de la marque. C'est important de revendiquer une mission. Voilà, pourquoi vous vous battez? Quel est le combat de la marque? Voilà, quelle est l'ambition que la marque a? Alors, il y a un célèbre conférencier britannique qui s'appelle Simon Sinek qui encapsule tout ça dans une formule. People don't buy what you do, people buy why you do it. Voilà, le why. Voilà, quel est votre combat? Est-ce que vous pouvez formaliser quel est le why de votre marque? Alors, je vous montre quelques exemples. Si on prend Decathlon, qui est une marque assez puissante, c'est à la fois une enseigne et une marque. Decathlon, son combat, c'est rendre le plaisir et les bienfaits du sport accessibles à tous. Voilà, ça c'est le combat de Decathlon. La marque Danone, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Si on prend la fondation Nicolas Hulot, son combat, c'est contribuer à une métamorphose de nos sociétés par le changement des comportements individuels et collectifs. Si vous prenez la marque et l'enseigne Biocoop, son combat, c'est développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Voilà, on formule sa mission. Dove, c'était militer contre les stéréotypes de la beauté et promouvoir l'estime de soi. Voilà, auprès des femmes en particulier. Voilà. Donc évidemment, il est important dans ce travail de formalisation de la marque de faire simple,
de faire pertinent pour les clients, différenciant de la concurrence, mais de rester dans les clous de la crédibilité. Et donc, ce modèle de brand key, il faut bien comprendre que c'est un peu une projection, c'est-à-dire c'est ce que vous voulez être. Ce n'est pas tout à fait ce que vous êtes déjà, hein, mais c'est ce que vous voulez être demain. Voilà, c'est une anticipation de ce que vous voulez être demain. Alors, si vous êtes trop près de ce que vous êtes aujourd'hui, ça manque d'ambition. Si vous vous donnez des objectifs trop audacieux, c'est complètement irréaliste. Voilà. Donc c'est une ambition raisonnable de ce que vous voulez être demain, et ça va inspirer toute votre communication, toutes vos actions, et à force de tendre vers ça, bien un jour vous allez être ça. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un modèle assez puissant. J'espère que ça vous paraît pas trop fumeux, mais c'est un modèle qui est tout à fait accessible à des PME. C'est pas que un truc de multinationale. Et moi, parfois, ça m'arrive dans des missions de conseil ou d'accompagnement de travailler avec ces outils-là pour aider des PME ou des TPE ou des entreprises de taille moyenne à développer leur marque. On travaille sur la plateforme de marque. Ok? Alors, le dernier point que je voudrais développer devant vous, c'est une fois qu'on a formalisé la stratégie de marque, est-ce que la marque a toujours de la valeur? Alors bien sûr que la marque a de la valeur. Moi, je ne crois absolument pas à ces gourous qui disent les marques c'est fini, le marketing c'est mort, tout ça c'est fini, c'est du passé. La marque a toujours de la valeur. Alors, il suffit pour s'en convaincre de regarder. Il y a plein de cabinets de conseil qui classent qui établissent un classement avec une valorisation financière des marques. Alors là, j'ai pris le classement d'un cabinet de conseil qui est un peu connu, qui s'appelle Interbrand, peu importe. Et vous voyez, on va pas regarder les chiffres financiers parce que ça donne le tournis et ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le classement des plus grandes marques mondiales en termes de valorisation financière. Alors, qu'est-ce qu'on voit? 1, Apple, 2, Google, 3, Facebook, 4, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes, McDo, Disney. Bon, on va pas les faire toutes. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, beaucoup de marques américaines. On peut dire ce qu'on veut, mais ils sont là. Hein, voilà. Apple américain, Google américain, Amazon américain, Microsoft américain, Coca-Cola américain. Ah, Samsung coréen. Ah, ça change. Bon, Mercedes allemand, Toyota japonais, McDo américain, Disney américain. Prégnance des marques américaines. Les Américains savent bâtir des marques. Après, qu'est-ce qui est frappant? Les marques montées de marques de la nouvelle économie. Apple, Google. Google n'existait pas en 98. Création de la marque en 98. Amazon, voilà, création récente. Donc, prégnance des marques de la nouvelle économie. Vous voyez bien qu'on n'a pas beaucoup de marques françaises hein, dans le classement des 60 plus grandes marques mondiales. On va trouver quoi? On va trouver Chanel, on va trouver Louis Vuitton, on va trouver Danone là en 59e position, Nestlé mais c'est suisse, c'est pas français, même si la Suisse c'est un peu la France. On va trouver L'Oréal, voilà. Mais enfin voilà, pas beaucoup de marques françaises dans le classement. Voilà. Alors bien sûr que les marques ont encore de la valeur. Et à l'évidence, pourquoi les marques ont encore de la valeur? Parce que quand on est une entreprise, avoir une marque forte, ça crée de la valeur pour l'entreprise, évidemment. Par exemple, on peut dire que pour une entreprise, avoir une marque forte, ça va permettre de créer la différence par rapport à la concurrence, ça va peut-être parfois faciliter la négociation avec des fournisseurs ou des partenaires, ça va créer la préférence dans la tête des clients, ça va permettre de mieux fidéliser les clients. On sait bien que quand il y a une crise, en général, les gens se retournent vers des marques solides, donc meilleure résilience quand il y a une crise. Ça nourrit la confiance du consommateur, ça rend plus efficaces les opérations commerciales, ça facilite des extensions de business. Il y a des entreprises qui écrivent la valeur de la marque dans leur bilan. Voilà, la valeur de marque est inscrite au bilan. Donc c'est un capital financier et puis parfois ça permet d'attirer les talents, ça crée aussi un sentiment d'appartenance en interne, de fierté des collaborateurs qui sont fiers de travailler pour telle et telle marque. Donc évidemment que la marque crée de la valeur pour l'entreprise et la marque aussi crée de la valeur pour le client. Parce que pour le client, finalement, la marque peut être un élément de repérage important qui va faciliter le choix du client.
ça va peut-être simplifier le processus d'achat, ça va rassurer le client et ça va parfois aussi valoriser le client dans son acte de consommation. Et puis surtout pour une entreprise, avoir une marque forte, c'est aussi réduire l'obligation d'avoir pour seul cheval de bataille la bataille des prix. Parce que quand on en est réduit à faire en termes de stratégie celui qui vendra le moins cher, la vie est compliquée. Voilà. Donc, alors, je me suis amusé à faire un petit jeu bien anodin sur lequel je vous demande peut-être de participer bien aimablement. Vous allez voir, c'est pas très. Ça s'appelle le jeu du juste prix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vous dis combien vaut ce t-shirt? C'est un t-shirt blanc. Je sais pas, vous me dites combien? 10 €? Bon. Bah, bon, on sait pas trop, ok? On hésite. Alors maintenant, je vous explique un peu comment il faut interpréter mon dessin. Si je vous mets, et on voit que c'est un vrai t-shirt Lacoste. Alors là, qu'est-ce que vous me dites? 50? Bon, ok, je sais pas combien ça vaut ici un t-shirt Lacoste, hein, mais bon. Ok, 50 ou 60 €. Bon, ok, maintenant, je vous fais une contrefaçon grossière. Mon graphique est pas forcément bien fait, hein, mais bon, je vous dis comment il faut l'interpréter. C'est que le crocodile, il est trop gros, il est pas bien fait, il est mal orienté, il est pas dans le bon sens. Alors là, normalement, voilà, vous êtes normalement le prix baisse. Et puis alors, si évidemment, je vous mets un logo Lidl, voilà, bon, ok, bon voilà. Donc voyez bien que les marques, ça change la perception en termes de valeur, hein, ok. Voilà. Alors, évidemment, vous avez compris mon propos, les marques ont de la valeur, mais je ne voudrais pas vous laisser une impression un peu diffuse sur il n'y a que les grandes marques, il n'y a que des exemples de multinationales, et en quoi, moi, ça me concerne si je suis une TPE, une PME. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il y a une énorme opportunité autour de la marque, quand on est en particulier une marque locale. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça « Local is beautiful ». Alors, le succès des marques locales, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'actualité. J'ai pris quelques éléments là qui datent, vous voyez, qui sont très récents, hein, mai 2019, avril 2019, voilà, la montée en puissance des marques locales, les Français plébiscitent les marques locales, le JT de TF1, en juin, qui fait un sujet sur les Français adorent les marques locales. Pourquoi les Français adorent les marques locales? TF1 20h. Ok, voilà. Donc on n'est pas sur un truc anecdotique. Succès et développement des marques locales. Alors pourquoi? Ben parce que les Français font plus confiance aux marques locales. Il y a une enquête de Kantar en mai dernier. Alors on ne voit pas très bien, mais en fait 92% des Français font confiance aux marques locales. On est dans un climat de défiance un peu généralisé, hein, les événements le prouvent, mais il y a un truc auquel les Français font confiance, c'est les marques locales ou régionales. Et c'est pour ça qu'elles progressent. Et c'est pour ça qu'elles c'est un élément de succès. Alors, quelques exemples de succès de marques locales. Alors, je me suis bien gardé de prendre des exemples en Martinique parce que c'est vous qui allez les citer. Mais si vous allez du côté de la Bretagne, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais il y a une marque qui s'appelle Bretz. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une entreprise familiale qui est basée dans le Morbihan. Et cette entreprise, elle se bat pour faire des chips français et elle valorise la qualité de la pomme de terre bretonne. Et aujourd'hui, ils ont un succès assez grandissant. Ils ont 300 salariés, ils ont 2 sites de production. Mais surtout, ce qui est incroyable, ils ont 10% de part de marché sur ce marché des chips. Et je peux vous dire qu'en face, ils ont du lourd. Vico, c'est Intersnack, c'est un groupe allemand. Je ne sais pas si vous savez que Pringles, qui avant était propriété de Procter & Gamble, a été racheté par le groupe Kellogg's. Et Lay's, c'est PepsiCo. Vous voyez, c'est des géants, des multinationales en face. Et cette PME, 10% de part de marché avec des chips à la bretonne. Voilà, ça cartonne. Et on est sur un marché hyper concurrentiel où on se bat contre des multinationales. Donc voilà. Il y a un exemple corse. En Corse, Volvic et Evian qui sont les marques du groupe Danone et Contrex et Vittel qui sont les marques du groupe Nestlé, en Corse, ils n'ont pas trop de succès ces marques-là. En Corse, qu'est-ce qu'on boit? On boit de la Zilia ou on boit de la Saint-Georges. Ok, alors vous allez peut-être me dire qu'en Martinique, on boit de la Chamflore.
c'est ça. Voilà. Donc vous avez peut-être l'équivalent ici. Voilà. Mais évidemment, dans beaucoup de régions, l'eau, elle est locale. Voilà. Et les marques internationales, des multinationales, ont peu de succès. J'ai pris un exemple, alors là on est en Charente, c'est une PME qui s'appelle Maison Colibri. Bon, pour faire court, ils font des madeleines, ils font des pâtisseries, ils font des financiers. Ça marche plutôt très très bien. Et ils ont face à eux Saint-Michel, qui est quand même une très très grosse PME. Ils ont surtout Lu. Lu avant c'était le groupe Danone, et vous savez que Danone a vendu Lu, et aujourd'hui c'est une multinationale américaine qui s'appelle Mondelez. Voilà. Enfin, il y a du lourd aussi sur le marché du biscuit. Et puis les concurrents, surtout dans le marché du biscuit, bah, c'est les marques distributeurs. C'est les biscuits vendus chez Carrefour, c'est à marque Carrefour ou à marque Leclerc. Et donc cette PME s'en sort très très bien avec sa marque locale, Maison Colibri. Alors évidemment, il y a un autre secteur qui est impacté par l'essor des marques locales. Moi, j'ai un copain, j'ai un ami qui est directeur marketing chez Heineken. Heineken, c'est un des 3 groupes mondiaux qui tient le marché de la bière. Il y a Carlsberg et il y a AB InBev. Et ben, ces 3 entreprises qui sont vraiment des multinationales énormes, aujourd'hui, elles sont un peu démunies devant un truc incroyable, c'est le succès et l'essor des bières artisanales et des bières locales. Et il y a des micro-entreprises qui développent des bières locales et ça cartonne. Alors bon, quelques chiffres, hein, ça rentrait dans des détails. Les Français boivent de plus en plus de bières artisanales. Le nombre de bières artisanales a été multiplié par 6 en 10 ans, hein, de 2009 à 2019. Et aujourd'hui, c'est 7% de la consommation de la bière. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a un incroyable essor des bières locales et des bières artisanales. Il n'y a pas que l'alimentaire qui est affecté par l'essor des marques locales. Là, j'ai pris un exemple en cosmétique. Il y a une entreprise qui est basée dans les Deux-Sèvres qui s'appelle Clémence et Vivien qui tire son épingle du jeu en présentant toute une gamme de cosmétiques naturels, des déodorants, des savons, etc. Et ça cartonne. Et je vous ai mis en dessous quelques extraits d'articles de presse. On voit que comment la cosmétique française s'adapte à la mode du local. L'Oréal, leader mondial de la cosmétique, fortement concurrencé par l'essor des marques locales. Donc le local ne concerne pas que l'alimentaire, les cosmétiques aussi sont concernés par l'essor des marques locales. Un dernier exemple, si vous allez du côté des Pyrénées et du Pays Basque, vous avez une marque locale qui cartonne, qui s'appelle 64, évidemment en référence au numéro du département. Et 64, bah, ça propose tout un tas de choses pour les hommes, pour les femmes, pour les garçons, etc. Et finalement, au Pays Basque et dans les Pyrénées, s'habiller avec la marque 64, bah, c'est aussi marquer son identité régionale forte et la marque cartonne. Alors, j'ai besoin de vous. Citez-moi peut-être quelques marques. C'est pas moi qui va vous raconter les marques locales en Martinique parce que je vis pas ici. Mais peut-être, je sais pas, quelques exemples qu'on peut donner. Ok. Bon, je sais pas, un ou deux. Bon, bah, je vous crois sur parole. Un dernier peut-être. Bon, voilà. Donc évidemment, la Martinique, j'imagine, n'échappe pas à ce phénomène et c'est peut-être intéressant aussi de développer des nouvelles marques parce que le local présente un intérêt. Alors, pour terminer peut-être, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça ? C'est quoi peut-être les facteurs clés de succès pour une marque locale si vous êtes entrepreneur en Martinique et si vous avez des idées ? Bon, pourquoi ces marques, elles fonctionnent ? Qualité, authenticité, crédibilité. Voilà. Chez Bretz, figurez-vous que les pommes de terre, elles sont vraiment bretonnes, quoi. Voilà. C'est pas juste une posture. Chez Alévire, le lait, il vient vraiment de vache normande. Voilà. Donc il faut pas trahir, voilà, la qualité, l'authenticité, la crédibilité. Faut être sérieux, quoi. C'est authentiquement local. J'ai pris un autre exemple en cosmétique. Par exemple, il y a une marque du côté d'Aix-en-Provence qui s'appelle Bastide et Bastide nous raconte que les fondateurs de la marque ils développent des cosmétiques et les ingrédients sont récoltés dans le sud de la France et vous savez très bien que la Provence est réputée depuis toujours pour la qualité de ses cosmétiques, etc. Donc pas de manipulation sur l'origine authentiquement locale. Après, ce sont aussi souvent des marques militantes qui montrent à leurs clients qu'elles sont engagées dans la vie locale.
Dans le cas de Bastide, la marque raconte que elle travaille avec des artisans locaux qu'elle fait travailler, auxquels elle a donné un nom. Dans le cas d'Elevir, la marque depuis des années participe et finance des événements sportifs, associatifs, caritatifs, solidaires, et a une actualité assez forte évidemment dans la région de Normandie, est engagée dans la vie locale. Donc il est important aussi de montrer qu'on est ancré dans la vie locale et qu'on soutient la communauté locale. L'intérêt de tout ça, c'est qu'évidemment, ces marques vont fortement se différencier par rapport aux marques internationales. Et encore une fois, ces marques souvent revendiquent, en plus de la qualité, de l'authenticité, travaillent leur why, leur mission, et souvent ont à travers une dimension RSE. Alors, je vous ai apporté quelques exemples avec d'autres marques et d'autres bénéfices. Les clients aujourd'hui, ils cherchent du sens. Et donc, ce sens, ça peut être parfois le côté circuit court, ou le côté fabriqué en France ou fabriqué ici. Par exemple, le slip français, voilà, tout est dit. 1083, c'est le jean made in France. La Camif, qui a eu beaucoup de difficultés, est en train d'avoir une seconde jeunesse avec une promesse sur finalement l'ameublement, tout ça à la française, le made in France. Donc le plus de sens, c'est évidemment le made in France ou le made in local et le côté circuit court. Parmi les approches et les bénéfices que peuvent mettre en avant une marque locale, c'est aussi parfois le meilleur partage de la valeur. Une marque récente qui cartonne, je ne sais pas si vous connaissez ici, c'est qui le patron? Et vous voyez ici, ce lait rémunère au juste prix son producteur. Voilà, cette marque, elle a été créée il n'y a pas longtemps. Ça cartonne, c'est même la marque qui a eu la plus forte croissance ces dernières années. Voilà, une PME, La Ruche qui dit oui, joue sur un meilleur partage de la valeur. Quand j'achète tel ou tel produit, je sais que le producteur, il est justement rémunéré. Voilà, donc le partage de la valeur est aussi aujourd'hui un bénéfice qu'une marque locale, si c'est vrai évidemment, peut mettre en avant pour travailler sa valeur et sa différence par rapport aux marques internationales. Le plus de sens, c'est aussi la naturalité, le clean label. Voilà, on va pas utiliser de produits dangereux pour la santé. L'Occitane revendique évidemment la qualité et la naturalité des ingrédients utilisés dans les formules produits. Évidemment, le plus de sens, c'est le bio. Je vous ai mis un tas de marques qui sont des petites marques et des marques locales, mais qui vont faire un carton, les paniers du marchand bio, ou Bonne Terre, ou Natura Bio, etc. Évidemment, il y a une recherche aujourd'hui dans l'alimentaire d'authenticité autour du bio. Les marques, le sens, c'est aussi parfois l'éco-conception, la suppression des emballages. Même si c'est encore un peu confidentiel, je ne sais pas si vous connaissez Day by Day, c'est un peu l'épicerie en vrac. On va dans l'épicerie, on apporte soi-même ses emballages, ses bocaux, et puis ça supprime finalement les emballages inutiles, le plastique, etc. Et donc c'est une enseigne et une marque qui se développe de plus en plus. Vous pouvez avoir aussi dans ce panorama un peu ce tour d'horizon des promesses de plus de sens, des marques comme Biloom qui sont dans une logique de promesse d'économie circulaire et de recyclage. La marque propose de donner une deuxième vie en utilisant des matériaux recyclés pour ses sacs, et c'est pas forcément moche, etc. Enfin voilà. Donc là, le côté recyclage et upcycling. Le plus de sens aussi, c'est parfois tout simplement ce qu'on appelle parfois l'approche de plateforme, l'approche peer-to-peer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un besoin, il y a une marque qui va se créer, qui est une plateforme qui va favoriser l'intermédiation. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la location de bateaux de particulier à particulier. Il y a des gens qui louent leur jardin de particulier à particulier. C'est la location de camping-car de particulier à particulier. Vous voyez, il n'y a pas que Uber, il n'y a pas que Blablacar, il n'y a pas que Airbnb. Ça peut se faire au niveau local, l'échange de services et l'échange de bons procédés entre quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui peut fournir le besoin. Et au niveau local, une marque se crée pour favoriser l'intermédiation entre celui qui a un besoin et celui qui peut fournir le besoin.
Ok. Bon voilà. Alors dans tout ça, ce sont en général aussi des marques qui certes sont locales, mais qui savent aussi ne pas oublier les fondamentaux du marketing, c'est-à-dire délivrer une expérience client positive avec en permanence un dialogue constructif avec les clients et qui sont souvent aussi, qui utilisent les moyens modernes, qui sont présents sur plusieurs points de contact. Ce sont des marques qui très souvent, bien sûr, ont un site internet, peuvent peut-être avoir des agences ou des boutiques, mais qui peuvent aussi joindre ou interagir avec leurs clients au téléphone, qui peuvent avoir des applications mobiles, qui peuvent être présentes sur les réseaux sociaux. Donc local ne veut pas dire qu'on est coupé de la modernité et qu'on a les pieds dans la glaise et qu'on n'est pas ouvert aussi à la modernité. Ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est des marques qui savent mériter la confiance des clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour un client? La confiance. Mais qu'est-ce qui bâtit la confiance? Alors on a une enquête, vous voyez, la confiance. Qu'est-ce qui crée la confiance du client dans une marque? Honnêteté, sécurité, fiabilité, respect des données, important, hein, le respect des données, la transparence. Et puis l'éthique, voilà. Le consommateur, le client veut du sens, voilà. Et il accorde sa confiance pas facilement. Alors enfin, ce sont des marques aussi qui aujourd'hui savent utiliser la caisse de résonance des réseaux sociaux. Je vous ai amené une infographie que j'ai trouvée sur la Martinique et on voit bien que finalement 79% des Martiniquais bien sûr utilisent Internet, ça c'est pas très surprenant, mais les réseaux sociaux, c'est pas mal, 52% de active social media users. Et je peux vous dire que ce chiffre, il est pas très loin du chiffre de la métropole. Donc les réseaux sociaux en Martinique, c'est quelque chose d'important et c'est pas parce qu'on est une marque locale qu'il faut pas évidemment utiliser les réseaux sociaux comme caisse de résonance. Donc voilà, alors ce sont aussi des marques en général qui travaillent leur visibilité digitale. Alors là, je me lance dans un truc un peu compliqué pour terminer. Avant Internet, on considérait que comment une marque convainquait ses clients. En général, la marque raconte la qualité de ses produits, ses services, etc. Et puis, on appelle le premier moment de vérité, c'est le moment où, ayant été exposé à un discours de marque qui me raconte son intérêt, ses bénéfices, etc., le client, parfois, il est convaincu, il achète. On appelle le moment d'achat le premier moment de vérité, le first moment of truth. Voilà. Et le deuxième moment de vérité, c'est le moment de l'expérience client. J'ai acheté une marque, j'ai acheté un produit, un service, parce qu'elle m'attirait, parce qu'elle m'a fait une promesse, je consomme cette marque ou ce produit, est-ce que la promesse elle est tenue, est-ce que j'ai une expérience positive? Il est important évidemment que les marques tiennent leurs promesses. On a appelé ce moment de l'expérience client le deuxième moment de vérité, le second moment of truth. Tout ça existe toujours et est formidablement important. Mais en quoi Internet aujourd'hui change la donne? Internet change la donne aujourd'hui parce que les marques continuent d'émettre des stimuli, de raconter qu'elles ont un intérêt, de mettre en avant des bénéfices. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le client, avant d'acheter la marque ou de consommer la marque, il va se renseigner sur Internet. Et ce moment de prise de renseignement sur Internet, on a appelé ça le moment de vérité zéro. En anglais, le ZMOT, le Zero Moment of Truth. Pourquoi? Parce que ce moment où le client va aller se renseigner sur Internet, ce moment s'intercale après avoir été exposé à un message de nature commerciale, mais avant d'aller acheter, voilà, avant le passage à l'acte. Et comme on avait appelé ce moment de passage à l'acte le moment de vérité, le premier moment de vérité, on a appelé ce moment de prise de renseignement sur Internet le moment de vérité zéro. Et donc aujourd'hui, il est important pour une marque, qu'elle soit nationale, internationale ou locale, de travailler aussi sa visibilité digitale. Voilà. Et donc ça veut dire la qualité du site Internet, ça veut dire la présence sur les réseaux sociaux. Voilà, alors bon, l'heure tourne et il est peut-être temps de conclure. Je ne veux pas abuser de votre patience en fin de journée, mais moi je suis vous dire avec mes éléments un peu de conviction que, bien sûr, hein, que la marque elle a de la valeur. Et donc, plus que jamais, moi je crois pas du tout, encore une fois, aux gourous qui disent que le marketing est mort et que les marques sont mortes. Bien sûr que la marque, elle a toujours de la valeur,
Je pense que la marque a de la valeur qu'on soit une multinationale ou une TPE ou une PME. Et bien sûr, les marques locales ont un intérêt, une carte à jouer formidable dès lors que on travaille, on est clair sur son identité de marque et sa plateforme de marque. Il faut savoir toujours ne pas oublier ses fondamentaux, écouter ses prospects, écouter ses clients. Savoir peut-être répondre à ce moment un peu unique de mutation et de grande incertitude que l'on vit à la quête de sens que nous demande le client. Et ne pas oublier la qualité du parcours client, de l'expérience client, incarner des valeurs, travailler sa différenciation avec les grandes marques internationales, et puis bien sûr savoir travailler sa visibilité digitale, être présent sur Internet, être présent sur les réseaux sociaux. Donc rien n'est perdu, et si vous me permettez en guise de conclusion cette petite facétie par rapport à une terre, les Antilles et les Caraïbes qui ont connu pas mal de grands sportifs et d'athlètes, j'ai envie de vous dire tout simplement, à vos marques. Voilà, je vous remercie.